Bonjour à toutes et à tous, on est ravis une nouvelle fois de vous accueillir pour un nouveau webinaire Homunity. J'ai le plaisir d'être accompagné par Michael, directeur du développement chez Homunity, qui Bonjour. est notre spécialiste maison sur les SCPI, et moi-même, Hugues Delatouche, directeur du pôle investisseur, directeur de l'épargne. On a le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un webinaire sur la thématique des SCPI, qui est une thématique qui nous est chère. Sur l'ordre du jour qu'on voulait vous proposer, on a prévu à peu près 45 minutes avec vous aujourd'hui. Et donc sur les 30 premières minutes, on va vous présenter avec Michael quelques éléments qu'on avait préparés et jugés pertinents de vous présenter. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le chat et n'hésitez pas à poser un maximum de questions par rapport à vos interrogations, et on se réserve un petit quart d'heure en fin de session pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à faire en sorte que ce soit une session la plus active et dynamique possible. Aujourd'hui, ce webinaire destiné à l'investissement en SCPI sur cette année, on vous propose de le structurer en 3 temps principaux. Le premier temps de notre échange aujourd'hui, c'est pourquoi on parle du marché des SCPI maintenant. Le deuxième point, c'est quel est l'objectif, quels sont les objectifs d'une SCPI. Évidemment, il n'y en a pas qu'un seul, mais on va vous présenter l'objectif principal d'une SCPI. Et enfin, sur un troisième temps, avant de répondre à vos questions, pourquoi on choisit une SCPI par rapport à une autre. Parce qu'on va y revenir, et le marché est assez pléthorique. Exactement. Alors, sur le contexte de marché, on va aller assez vite pour commencer. Sur ce slide, sans se noyer trop sur les chiffres, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que le marché immobilier est un marché qui est assez hétéroclite. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est un marché qui n'est pas homogène, selon qu'on parle de l'immobilier neuf, de l'immobilier ancien, de l'immobilier résidentiel, selon qu'on parle des géographies, selon qu'on parle d'une classe, par exemple, plus tertiaire. Donc, c'est un marché sur lequel il ne faut pas avoir un point de vue trop large, il faut vraiment s'intéresser aux spécificités propres à chaque catégorie. Si on veut faire un focus sur le marché du résidentiel, ce qui est important de voir sur les derniers mois qui se sont écoulés, c'est qu'il y a une distinction assez forte sur ce qui s'est passé entre l'Île-de-France et la province. En Île-de-France, on a une baisse des prix qui s'est poursuivie ces derniers mois, alors qu'en province, on a une baisse qui était assez forte sur le début de l'année et qui a plutôt eu tendance à s'atténuer sur le dernier trimestre. Si on fait un résumé de tout ça, on a une baisse des prix sur l'immobilier ancien qui est de l'ordre de 5% sur un an, qui n'est quand même pas complètement neutre. Et plutôt sur le résidentiel parisien. Donc on voit effectivement que le résidentiel n'a pas encore été totalement impacté par la crise. Sur les logements neufs, on a des prix qui sont plutôt stables sur la région, encore une fois, une baisse plutôt concentrée sur l'Île-de-France, encore une fois avec des disparités locales qui sont assez fortes. Par contre, le point qui est vraiment important sur la partie logement neuf, c'est le baisse de volume de transactions. Ça fait déjà quelques mois qu'on le constate. Je vous donne juste un chiffre qui n'est pas présenté sur le slide. Sur les 2 premiers trimestres de l'année, donc sur le premier semestre 2024, il y a eu à peu près 44 000 ventes de logements neufs. Donc si on fait une projection annualisée sur 2024, on serait sur un atterrissage de l'ordre de 90 000 ventes annuelles. Là où, si on veut comparer avec des exercices un peu plus normaux, par exemple sur les années avant Covid, on parlait d'un volume de transactions sur le résidentiel neuf qui était de l'ordre de 130 000 logements neufs vendus par an. On voit quand même qu'il y a une baisse significative, 40 000 logements neufs vendus en moins par rapport à ces exercices avant Covid. Les points qui sont intéressants pour nous de souligner, c'est que cette baisse des prix de l'immobilier, elle apporte aussi un aspect d'opportunité sur le marché. On vous a donné un exemple qui est un exemple très simple, c'est que si vous avez acheté un bien qui était valorisé sur une base de 100 € et que vous aviez un rendement de 5 €, donc un rendement de 5% sur ce bien, si vous avez un prix baissier et qu'on a une décote de 20%, évidemment, mécaniquement, mathématiquement, le rendement que vous avez sur ce bien va augmenter. Donc là, dans notre exemple, on passerait à 6,25%. Plus de 20% d'augmentation du loyer.
Exactement. Autre point qui est intéressant aussi, c'est que on a tous connu sur ces derniers mois une hausse des taux des emprunts immobiliers assez forte. Donc évidemment, la période où on empruntait à 1% sur 20 ans, elle est bien révolue. Mais on a des indicateurs qui sont assez intéressants depuis à peu près un an. On a perdu à peu près 1% sur les taux d'emprunt. Donc une normalisation des taux d'intérêt qui s'est déjà vécue depuis le mois de juin 2024, qui va a priori encore continuer sur la fin d'année 2024 et qui devrait normalement s'accentuer sur 2025 et qui permet de revenir progressivement sur ce levier du crédit pour pouvoir acheter de l'immobilier. Et du effectivement, coup, je me permets de rajouter sur ce que tu as dit sur les baisses de vente dans le neuf, ça vient également de cette complexité des particuliers à avoir et disposer d'un crédit, parce que les taux étaient hauts. Et du coup, dans ce contexte, Michael, une vraie question à se poser, c'est si on veut s'y retrouver dans ce marché très hétéroclite, quel type d'immobilier acheter? Avant de rentrer effectivement sur quel immobilier acheter, et merci pour ton point de marché sur le point d'entrée effectivement bas qu'on n'a pas connu depuis quelques années sur l'immobilier tertiaire qui a perdu 20 à 30% comme on vient de l'évoquer, il faut aussi comprendre le contexte macroéconomique sur le contexte des retraites. On sait qu'en France, les retraites est suivi par un système par répartition. Qui dit répartition, c'est que chacun peut effectivement collecter un peu d'argent pour pouvoir effectivement avoir une retraite pour les personnes actuelles. En 1970, nous étions à 4 cotisants pour un retraité. À ce jour, on est à moins de 1,5 cotisants pour un retraité. Donc cet élément-là, et après je parlerai du déficit des retraites, mais cet élément-là montre que on est obligé en tant que épargnant de préparer sa retraite. C'est-à-dire que on appelle ça l'épargne retraite ou l'épargne par capitalisation ou effectivement cette retraite par capitalisation. Et si on n'est pas conscient effectivement de cet élément-là, on se retrouvera forcément avec un déficit de retraite au moment de la retraite. Pour vous donner un autre point, un salarié aujourd'hui perd à peu près 50% de son salaire quand il est en retraite. Donc l'élément effectivement de préparer sa retraite est important. Et le deuxième, c'est effectivement pourquoi on sait que la retraite par répartition va également être très très compliquée à être suivie pendant encore quelques années, c'est le niveau effectivement du déficit du système des retraites, quand même, Hugues, qui est aujourd'hui de 0,2% et qui va atteindre 0,8% du PIB en 2050. Donc, on a effectivement tous les éléments chiffrés macroéconomiques et la situation, on va dire, de l'espérance de vie qui donc grandit, qui nous demande de préparer cette retraite. Et en même temps, l'immobilier est bas. Donc, le cumul effectivement de cette analyse macro et de cette analyse du marché immobilier nous donne effectivement l'opportunité d'investir au travers des SCPI. Quel est l'objectif principal d'une SCPI? Alors, là, Hugues, je vais te laisser présenter effectivement qu'est-ce que c'est une SCPI et je reviendrai à la fin pour expliquer effectivement l'objectif principal de ce véhicule d'investissement. Alors, de manière assez simple sur ce slide, ce qu'on voulait vous présenter, une SCPI, donc Société Civile de Placement dans l'Immobilier, c'est une société qui va agréger différentes parties prenantes. Donc, on a évidemment déjà point de régulation important. On a l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui contrôle les sociétés de gestion pour que, évidemment, on soit dans des logiques d'investissement qui soient extrêmement transparents vis-à-vis des investisseurs. Ça, c'est évidemment un point qui est fondamental. La SCPI, c'est tout simplement une société de gestion qui va collecter des fonds auprès des investisseurs, donc qui se retrouvent acquéreurs des parts de SCPI. Vous avez certainement entendu parler de cette notion de pierre-papier. Donc, vous investissez dans l'immobilier, mais via du papier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire d'immobilier en direct, mais vous êtes propriétaire de parts de SCPI investies sur différents actifs qui sont les actifs achetés par la SCPI. Et donc la SCPI investit les fonds qu'elle a collectés pour pouvoir acheter des actifs, des immeubles, avec ou sans effet de levier, on y reviendra juste après Michael. Et puis ensuite, évidemment, ces biens immobiliers sont loués, sont gérés par une société de gestion qui va encaisser les loyers et venir les distribuer à l'ensemble des investisseurs. Donc on revient, et ça c'est probablement s'il y a un point à retenir sur ce slide, c'est celui qui est indiqué en bas. L'objectif principal pour un investisseur quand il va investir sur des parts de SCPI, c'est de se constituer des revenus et de se constituer des revenus qui sont réguliers dans le temps. Mais ça, encore une fois, on va y revenir
juste après. Effectivement, la résilience des SCPI, et on le voit et on le verra juste après concernant son rendement qui a été généré par rapport à la moyenne de toutes les SCPI, effectivement, c'est cette acquisition de ces biens immobiliers. Alors parfois c'est en Europe avec des baux extrêmement longs, on pense à Pierreval Santé avec plus de 17 ans de moyenne de baux ferme, on pense effectivement forcément à une acquisition dans le tertiaire sur du bureau, du commerce, de l'hôtel, de l'industrie, de l'entrepôt, de la logistique, et donc un particulier qui aujourd'hui a des problématiques pour emprunter pour de l'investissement immobilier résidentiel, qui derrière aimerait pouvoir avoir accès à cet immobilier qui a perdu 20 à 30% de valorisation. Comment il va le faire ? Au travers de la SCPI. Cette SCPI va récolter effectivement ce cash, cette épargne, et va pouvoir l'investir sur ces immeubles. La SCPI peut emprunter ou ne pas emprunter, et la difficulté aujourd'hui de certaines SCPI, c'est la collecte, puisque la collecte fait en partie la bonne santé de la SCPI. Si elle ne collecte pas, elle doit emprunter pour être effectivement dans de bonnes conditions pour acheter des immeubles au sens large, dans des conditions baissières du marché. Donc on comprend qu'il y a un côté dans la SCPI de recherche d'objectifs de revenus complémentaires pour l'investisseur associé de cette SCPI. Ce qu'on n'a pas forcément indiqué sur le slide, il y a aussi une vraie logique de diversification, évidemment. On revient très fréquemment chez Homunity, lors de nos échanges avec vous, sur l'importance fondamentale d'avoir une bonne diversification de son patrimoine. La SCPI permet cette diversification, puisqu'évidemment, je reviens à cette notion de pierre-papier. Plutôt que d'être investi sur un actif déterminé sur une géographie, vous avez une diversification via l'ensemble des investissements qui sont réalisés par la société de gestion. On va prendre un exemple simple pour illustrer tout simplement finalement cette résilience et cette récurrence du revenu complémentaire qu'on se doit de se créer effectivement pour notre retraite. Si on prend en fait la référence des SCPI diversifiées depuis 35 ans, qui est Timorante, qui a acheté aujourd'hui et qui a acquis plus de 1000 immeubles, plus de 2,6 locataires par actif, un TRI de 9,37% sur 35 ans et plus de 4,4 milliards d'euros. Est-ce que tu peux peut-être de nous capitalisation. rappeler, Mickaël, ce que c'est cette notion de TRI ? Alors, le TRI, c'est un peu la performance, si on regarde sur les années, entre l'investissement, les frais et le rendement. Donc, on parle, si on regarde le rendement de cette SCPI, il est entre 4,5 et 5% par an. Mais si on regarde le TRI, donc le taux de rendement interne, qui donc reprend en fait l'entièreté sur une durée précise, en l'occurrence de 35 ans, c'est-à-dire qu'elle aurait à peu près généré 9,37% de performance par an. Donc il faut faire attention entre la performance et le rendement, mais ça montre toute la résilience. Cette SCPI n'a pas baissé son prix de part depuis 35 ans et a généré de manière régulière et résiliente dans le temps ces compléments de revenus et donc de retraite. Alors on va se dire oui, mais c'est une ancienne SCPI, donc j'anticipe ta question. Comment elle peut faire effectivement, et est-ce que ça a un impact le fait que l'immobilier est bas aujourd'hui, et comment une ancienne peut effectivement surfer dessus. Donc par exemple, cette SCPI voit son capital, alors la valeur de reconstitution, on y reviendra à la fin, donc c'est-à-dire sa valeur de marché, progresser de 0,59%. C'est-à-dire que cette SCPI a plus de 300 millions d'euros sur ses comptes à ce jour. C'est-à-dire que c'est une SCPI qui a réussi à collecter en amont et attendre, puisqu'aujourd'hui, le court terme, les comptes à terme d'entreprises rémunèrent, donc ils ne sont pas pressés à l'acquisition, et s'ils ne sont pas pressés, ils peuvent rémunérer cette épargne dans leur SCPI et déployer effectivement des fonds au bon moment. Donc, une ancienne SCPI peut également profiter de ce marché immobilier bas grâce à des liquidités existantes, bien entendu, et on le voit sur Immorente, voir sa capitalisation progresser de 0,59% grâce à ces dernières acquisitions. La fiscalité. Alors oui, mon cher Mickaël, on est en France, donc n'oublions pas le sujet de la fiscalité qui est quand même toujours très important. Bon, allez, on va faire quelque chose de très simple et très pédagogique. La fiscalité des SCPI, c'est des revenus fonciers. Les revenus fonciers simples provenant de France sont imposés à votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Tranche marginale d'imposition, on sait qu'il y a beaucoup de tranches, 11, 30, 41, 45 et peut-être plus dans quelques semaines, mais en tout cas, c'est relié effectivement à votre niveau de fiscalité
globale. Donc pour quelqu'un effectivement marié, 2 enfants, qui a un revenu net imposable de 130 000 euros par exemple sur une année, aura une tranche marginale d'imposition de 30% et donc sera imposé à 30 plus 17,2, c'est-à-dire 47,2. C'est là où on voit effectivement que le complément de revenu, si on nous prend 50%, Hugues, il y a une petite difficulté à avoir un gros complément de revenu. Ce pourquoi on va chercher effectivement à essayer de diversifier le patrimoine des SCPI au niveau européen et hors Europe, puisque le fait d'être investi en Europe ou hors Europe, Royaume-Uni, Canada ou d'autres pays, on va pouvoir être exonéré de prélèvements sociaux. Et encore une fois, on l'a vu, c'est pas neutre. On ne vous refait pas l'historique de l'évolution des prélèvements sociaux en France depuis qu'ils ont été mis en place. Donc 0,5% à 17,2%. Voilà, sous le nom de CSG, CRDS. Aujourd'hui, on parle de prélèvements qui sont presque à 20%. Donc la pression fiscale relative aux prélèvements sociaux est importante. Si on veut évoquer le sujet société, Michael. Alors au niveau des sociétés, il y a un point important puisqu'on n'aura pas de double imposition sur les revenus puisqu'ils sont prélevés dans les pays dans lesquels l'immeuble est situé. Donc il n'y aura pas de double imposition et en même temps il y aura une exonération des prélèvements sociaux. Vous serez donc imposé simplement à l'impôt sur les sociétés. Pour une SCPI européenne, vous aurez un rendement net, puisqu'il n'y aura pas de double imposition. Donc il y a un intérêt fort à investir effectivement dans les sociétés pour les SCPI européennes. Il y a une petite astuce, mais je ne rentrerai pas forcément beaucoup dans le détail aujourd'hui et je me permettrai de vous le faire en rendez-vous si vous le souhaitez, c'est d'investir en démembrement de propriété, l'usufruit dans la société, la nue propriété à titre privé. La nue propriété, c'est un achat en décote pour préparer la retraite. Et l'achat dans la société de l'usufruit, on a un avantage fiscal non négligeable qui est l'amortissement de son investissement qui permet sur des SCPI européennes d'alléger la pression fiscale. Mais encore une fois, on est dans l'ingénierie financière, patrimoniale. Il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un mail pour qu'on puisse rentrer dans le détail, que ce soit une SCI, une SAS, une holding. Merci beaucoup, Michael. De rien, Hugues. Alors, ces SCPI, du coup, comment on va les choisir ? Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Et il y en a beaucoup. Alors, déjà, pour pouvoir prendre un tout petit peu de hauteur, vous savez qu'on aime bien jongler entre des points de vue micro et des points de vue macro. Si on veut avoir un aspect macro, on a un marché des SCPI en France qui est quand même pléthorique. On parle de plus de 40 sociétés de gestion, on a plus de 200 SCPI, exactement 216 qui sont recensés fin 2023. Donc ça, vis-à-vis de l'investisseur, c'est quand même compliqué de s'y retrouver. On faisait il y a quelques semaines l'analogie sur la partie assurance vie avec une grande diversité de contrats et de supports. Pas toujours simple de se retrouver parmi plus de 40 sociétés de gestion, plus de 200 SCPI et d'avoir une analyse fine et compréhensive de chacune de ces entités. En plus, c'est un marché qui, dans un contexte immobilier qu'on a présenté au début, est encore très dynamique. On vous a présenté quelques exemples de Sophie Dynamique et Comet, qui sont des SCPI qui ont été lancés cette année, en 2024. Donc, dans un contexte immobilier qui est mouvant, on a aussi un marché des SCPI qui est lui aussi mouvant. Et la réalité d'il y a 2 ans ou 3 ans n'est plus forcément celle d'aujourd'hui. Et on revient à ces logiques fondamentales de pédagogie dans un marché qui est compliqué, complexe, hétéroclite, morcelé, diversifié. On veut souligner avec vous la nécessité vraiment d'être accompagné. C'est tout l'ADN et toute la philosophie de Domunity de pouvoir vous proposer une sélection qui nous semble pertinente par rapport à un marché qui est très large. Nous, on veut vous proposer une sélection réduite, ciblée, qui repose sur notre expertise et celle de nos équipes, après avoir fait une vraie préqualification des différentes sociétés de gestion et des SCPI. On va y revenir. Bien sûr, et cette granularité sur l'ensemble des SCPI et des sociétés de gestion nécessite plus de 30 critères d'analyse. On va effectivement jusqu'à la moyenne des baux, la moyenne des baux résiduels. On va y venir effectivement sur quelques critères, mais avant de rentrer sur ce niveau-là, il faut comprendre effectivement comment se compose l'ensemble en fait de la collecte des SCPI. On voit que la collecte des SCPI se porte plus là depuis la fin du premier semestre 2024 sur les SCPI diversifiés. Et c'est effectivement ces SCPI diversifiés qui arrivent à surfer sur cette vague baissière de l'immobilier et donc de récolter plus de collectes puisqu'elles ne sont pas figées sur un seul marché immobilier.
On y voit effectivement 63%, 2% sur le résidentiel, 2% sur le commerce, alors que le commerce aujourd'hui est une classe d'actifs qui reprend, qui a de nouvelles couleurs, qui aujourd'hui subit moins la pression baissière de l'immobilier, puisque ce sont des actifs qu'on dit un peu alternatifs, comme la logistique, l'entrepôt ou même la santé, qui subissent moins et qui augmentent grâce à l'inflation et donc l'indexation de leur loyer directement. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on revienne, Michael, c'est cette courbe d'évolution du rendement qu'on présente sur la droite du slide. On parlait tout à l'heure du fait qu'on était sur un marché immobilier plutôt baissier et que du coup, ça pouvait générer des rendements qui étaient plus élevés pour les investisseurs. Pourquoi ça ne se ressent pas forcément au niveau des rendements qui sont versés à date? C'est une excellente question. On voit effectivement que sur les 10 dernières années, là on vous a fait un POC sur 10 ans, bien sûr on peut aller sur plus longtemps, on voit qu'on oscille entre 4,5 et 5%. Aujourd'hui, une SCPI, elle vit par sa capitalisation. C'est là où on voit effectivement que depuis 1970, l'ensemble des SCPI a progressé en capital de 0,8%. On voit que la capitalisation augmente plus que les loyers. Et donc forcément, on voit que si on lisse l'ensemble des acquisitions d'une SCPI sur des marchés haussiers, sur des marchés baissiers, fait que finalement, il y a une sorte de pondération Hugues, de ton rendement. Donc là, effectivement, quand on a une SCPI qui se lance en 2024, elle va avoir une performance à l'année qui va forcément être démesurée par l'ensemble de la moyenne des SCPI. Donc, comment on peut traduire effectivement ce marché baissier et ces nouvelles acquisitions avec des rendements hauts? Soit on est sur Immorente et on voit son capital progresser de 0,59% parce qu'elle achète bas, mais forcément dans les 4,4 milliards de capitalisation, la quote-part qui vient d'être acquise est très faible, donc la pondération du rendement ne peut pas être élevée. Par contre, une Sophie dynamique, et on y reviendra en fin de webinaire, où là on va voir forcément une performance parfois atteignant les 2 chiffres. Donc, effectivement, il ne faut pas être forcément que sur une SCPI qui se lance, puisqu'une SCPI qui se lance a besoin de collecte. Donc, on revient à l'origine. Est-ce que la SCPI arrive à collecter pour pouvoir investir? Sinon, elle doit emprunter. Et aujourd'hui, emprunter, c'est compliqué. Les indicateurs à garder, je vous en cite quelques-uns: la valeur de souscription, le patrimoine européen, le taux d'occupation financier, la capitalisation, le taux d'occupation physique, la WALP, c'est la moyenne des baux fermes restantes à courir au moment où vous intégrez une SCPI. On ne va pas rentrer dans le détail, mais s'il y a un critère à mettre en avant, c'est celui du bas, c'est la valeur de reconstitution. Alors, qu'est-ce que c'est, Michael? Qu'est-ce que c'est la valeur de reconstitution? C'est l'indicateur qui vous permet de savoir si une SCPI est en bonne santé. La valeur de reconstitution, c'est la valeur vénale de l'ensemble des biens immobiliers qui existent dans la SCPI, majorée d'ensemble des frais d'acquisition et notariés, pour reconstituer, si vous voulez, le patrimoine. Et si on devait le céder à un instant T, à combien il se céderait? Donc, il est important de regarder ça, puisque l'AMF, l'autorité des marchés financiers, autorise la SCPI à voir son prix d'acquisition osciller par rapport au prix de reconstitution dans une fourchette entre moins 10% et plus 10%. Donc, tu comprends bien, Hugues, aujourd'hui, si je suis sur une SCPI dont le prix de reconstitution est de moins 5% par rapport au prix d'acquisition, j'achète donc aujourd'hui 5% plus cher que le marché. Et donc, il y a de fortes probabilités que si cette SCPI n'arrive pas à collecter et donc permettre à la valeur de son patrimoine de progresser, il y a de fortes probabilités qu'elle soit ne bouge pas, soit baisse. Et inversement, du coup, ça veut dire que je ferai une bonne affaire. Exactement. C'est le cas, par exemple, de Cœur d'Europe, où aujourd'hui, vous achetez pratiquement 6% en dessous du prix de reconstitution. Et donc, plus on approche effectivement des 10%, plus on va voir son capital progresser. Et en même temps, ils acquièrent des immeubles avec des performances entre 8 et 12%. Donc, c'est le moment d'investir dans une SCPI qui collecte, qui a effectivement une valeur de reconstitution élevée par rapport à son prix d'acquisition, qui en même temps n'est pas trop ancienne, mais un petit peu jeune, pour permettre effectivement de voir cette performance décuplée et préparer forcément sa retraite, entre guillemets, même si nous, on a 37 ans, encore quelques années devant nous, mais il faut quand même la préparer le plus tôt possible. Ce pourquoi la SCPI permet également d'acheter par an entre 5, entre 10,
20 suivant effectivement l'épargne disponible des clients. On arrive sur la fin et l'exemple même de Sophie Dynamique, et vous avez compris effectivement toute la différenciation qu'il y a entre une immorante qui a 35 ans d'ancienneté et qui n'a pas baissé son prix de part et qui a une résilience et une récurrence de rendement qui n'a pas bougé entre 4,5% et 5%, vous voyez, qui arrive à avoir son capital progressé au sens de la valeur de reconstitution de 0,59%. Là, on va faire tout le contraire, on va faire un grand écart et on va regarder Sophie Dynamique qui, aujourd'hui, arrive à générer plus de 8%, proche même des 9% sur la fin d'année 2024. Et comment elle arrive à faire ça? Il n'y a pas de miracle. Simplement, il faut savoir collecter et acheter les bons immeubles et des acquisitions d'actifs emblématiques sur des classes d'actifs comme le commerce, l'industrie, l'entrepôt, la logistique, la santé, qui arrivent aujourd'hui à performer. Et là, Hugues, si on peut le lire ensemble puisque c'est important, l'acquisition d'Oparina. L'acquisition phare de Sophie Dynamique cette année, c'est effectivement le centre commercial au Paris Nord dont vous avez très certainement entendu parler, vous êtes peut-être même déjà rendu sur place. On parle d'un centre commercial qui accueille plus de 10 millions de visiteurs par an avec une surface qui est assez imposante. Ça, c'est clairement un exemple qu'on voulait vous présenter. Il y a eu d'autres acquisitions de Sophie Dynamique cette année, mais une acquisition sur un actif prime avec un rendement immédiat pour la société de gestion qui est effectivement de l'ordre de 2 chiffres. Exactement, on est entre 12 et 15% à l'acquisition de cet immeuble. Donc c'est facile de pouvoir derrière redistribuer à l'investisseur le rendement cible prévu par la SCPI. Et donc si on comprend bien, Sophie Dynamique, c'est fait partie de la même société de gestion qu'Immorante, c'est Sofidy qui a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. Et donc, si on a fait confiance à Immorante qui a réussi à faire effectivement cette longévité sans à-coup quand même, il faut le dire, une Sophie Dynamique qui se lance dans un marché baissier va effectivement avoir du mal sur 30 ans à faire du 8% par an, on est bien d'accord. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le wagon, prendre ces 8% pendant une dizaine d'années et forcément la capitalisation va progresser et va faire en sorte que le rendement s'effrite sur les quelques années qui restera derrière. Donc voilà, pour pouvoir investir dans les SCPI, si on résume, il y a un marché baissier, c'est le moment. Il faut préparer ses retraites puisque la répartition n'est plus la retraite de demain. Il y aura une partie de capitalisation importante, ce qu'on appelle l'épargne retraite. Il faut regarder effectivement le point névralgique d'une SCPI, c'est la valeur de reconstitution, même s'il y a plusieurs critères d'investissement, et en même temps ouvrir le capot et regarder l'actif prime qui aura été acquis par la société de gestion. Voilà, merci beaucoup Mickaël. Sur Sophie Dynamique, on parle d'un rendement qui a déjà été revu 2 fois cette année, 7%, 8%, probablement un peu plus d'ici la fin de l'année. Donc avoir aujourd'hui un rendement de 8 ou 9% en diversification sur des actifs achetés dans des bonnes conditions, c'est quand même un placement qui sort vraiment du lot aujourd'hui. Exactement. Et Comet, on avait évoqué Comet dans l'exemple, atteindra également ces niveaux de rendement cette année et sur les années qui arrivent. Merci Hugues, merci à vous. Maintenant, on va passer effectivement aux questions. Hugues, écoute, quelles sont les premières questions ? Pas mal de questions, merci beaucoup pour votre intérêt. Et puis ces questions sont des questions qui sont assez fines, assez précises, donc merci pour la qualité de ces dernières. On va commencer par une première question de René qui nous dit, pour certaines SCPI, frais d'entrée nuls, sur certaines SCPI, uniquement des frais de sortie sur 3 ans et uniquement 4 mois de délai pour dividendes. Vous, Community, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, on propose finalement plusieurs SCPI, on en a 12. Il y a différents types de délais de jouissance. Le délai de jouissance est souvent relié à un souhait de collecte, puisque la moyenne des délais de jouissance est entre 4 et 6 mois, d'accord, sur l'ensemble des SCPI. Sur la question effectivement des frais d'entrée, on aura effectivement des SCPI sans frais et des SCPI avec frais, mais il ne faut surtout pas devenir acquéreur d'une SCPI uniquement par l'avantage des frais, puisque quand une SCPI n'a pas de frais, elle a beaucoup de frais de gestion. Et si je donne un exemple, MakeLive que nous proposons aujourd'hui, qui est sans frais, a pratiquement entre 16 et 18% de frais de gestion. Une SCPI aujourd'hui comme Sophie Dynamique a uniquement 2% de frais d'entrée et très peu de frais de gestion. Donc encore une fois, la structure de frais d'une SCPI ne doit pas être l'élément principal, en tout cas pour
pour investir. Donc on aura tout, des SCPI sans frais, des SCPI un peu de frais comme Sophie Dynamique et des SCPI comme Comet, Alderan, Activimo qui sont effectivement avec 12% de frais. Merci beaucoup, Mickaël. On a une autre question de Michel qui veut faire un point sur les SCPI plus jeunes qui ont été créés sur le deuxième trimestre 2024. Il nous cite un certain nombre d'exemples, Edmond Rothschild Europa, Osmo Energy. Voilà, on a a priori Michel qui pense que ce sont de bonnes opportunités par ce contexte baissier de l'immobilier et des taux d'emprunt qu'on évoquait en début de webinaire. C'est l'avis de Michel. Toi, Mickaël, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, Michel, vous avez raison. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les lancements de SCPI, la difficulté que la société de gestion va avoir, c'est son niveau de collecte. J'ai vu Wimo, c'est ça Tout à fait. Bon, Wimo ne collecte pratiquement pas, voire moins d'1 million. Donc, comment cette SCPI va pouvoir surfer sur cet élément baissier On a aujourd'hui intégré Sophie Dynamique, Comet, Cœur d'Avenir dans les SCPI qui se sont lancés. Pourquoi ? Puisque ce sont des SCPI provenant de sociétés de gestion qui ont l'habitude depuis 30 ans de savoir développer, amener un nouveau produit, un nouvel investissement sur le marché des SCPI. Donc, il y en a d'autres. UPK aujourd'hui ne collecte pas, on n'en peut pas parler. Donc, encore une fois, oui, il faut investir en ce moment sur des lancements de SCPI parce qu'effectivement, c'est le moment, effectivement, marché bas. Mais à titre d'exemple, je vous ai donné l'exemple d'Imorand, qui est une ancienne SCPI qui a plus de 35 ans et qui arrive à investir dans un marché baissier et qui permet aux associés existants d'avoir non pas les 8% de rendement, mais de voir son capital progresser. Donc, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que c'est le moment d'investir en SCPI aujourd'hui ? Oui. Merci beaucoup, Mickaël. Nouvelle question posée par Tanguy qui nous pose une question très précise sur Primopierre. Et il nous demande, Tanguy, quelle est votre analyse sur la mauvaise performance de Primopierre ? Quelles sont les erreurs qui ont été commises ? Alors, Primopierre baisse de moins 40% sur l'ensemble, effectivement, depuis qu'elle a annoncé toutes ces baisses. Quelle a été l'erreur ? L'erreur a été, premièrement, d'une collecte extrêmement importante pendant une période donnée où l'immobilier était très élevé. Donc, dans une SCPI, une société de gestion, on voit bien qu'il y a le momentum, il y a la collecte, mais aussi il y a les équipes de gestion derrière. On sait aussi que Primopierre, comme Primovie, comme Perial, comme d'autres SCPI, mais c'est pas énorme, il y en a 26 SCPI qui ont baissé leur prix de part, mais ce qui relie ces 26 SCPI, c'est leur lien avec des institutionnels, des assureurs. Et on pense aussi aux montants importants apportés par ces assureurs dans la capitalisation. C'est sûr que si demain nous ouvrons une SCPI avec Hugues et qu'un assureur nous propose 20 millions d'euros, c'est superbe, mais ces 20 millions d'euros, il faut tout de suite les investir, puisqu'à l'époque, l'épargne court terme ne rapportait pas. Donc, il y avait une urgence à acheter, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'urgence à acheter. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? 1, le secteur bureau. 2, l'emplacement plutôt la défense. Donc, beaucoup plus de bureaux qu'il n'en était nécessaire. Troisièmement, trop de collecte en trop peu de temps, mal investi. Et derrière, peu de collecte dans des marchés baissiers avec des opportunités. Donc, c'est toujours facile de faire de regarder, de dire ce qui n'a pas marché sur certaines SCPI, mais ce qui nous permet de savoir que ce que nous proposons aujourd'hui va à l'opposé de toutes ces SCPI. Je prends des exemples concrets. Une SCPI comme Cœur de Région ou Cœur d'Europe, à titre d'exemple, le panier moyen par investisseur, Hugues, c'est 44 000 euros. Il y a moins de 0,2% d'institutionnels. On a une granularité exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun problème de liquidité, il n'y aura pas de souci d'une réception de collecte importante et de ne pas pouvoir derrière l'investir de manière intelligente. Merci beaucoup, Mickaël. On a une question qui est posée par Chris. Chris nous indique que beaucoup de SCPI ont distribué du 4,5 en 2023. Le marché maintenant offre 7,5 à acte en main. Les SCPI devraient décoter de 40%, ce n'est pas le cas. Est-ce que chez Homunity, vous proposez des SCPI de plus de 5 ans qui ne livreront pas plus de 6% de rendement en 2024 ? Alors, cette question, elle est très intéressante, mais il y a deux choses. J'ai compris qu'il y avait 40%, les SCPI devraient décoter de 40%. Alors,
Non, elles ne devraient pas, en tout cas, toutes décoter de 40%, puisqu'elles ne sont pas toutes investies sur le même secteur. Et pour autant, je fais un parallèle entre 3 SCPI. Je prends juste d'abord le point Hugues des 40%. Si on regarde Primo Pierre sur du bureau, Vendôme Région, qui a une grosse partie de bureau, et Cœur de Région, qui a une grosse partie de bureau, qui ont été lancés sur les 10 dernières années et qui n'ont pas le même résultat. On voit que chez Cœur de Région, on a régulièrement une augmentation d'1,2% de son capital. Pour autant, il s'est investi dans du bureau. Vendôme Région a été une des premières et font partie avec Cœur de Région des 2 SCPI qui augmentent le plus leur prix de capital sur les 10 dernières années. Pour autant, on voit Primo Pierre qui baisse de 40%. Encore une fois, Primo Pierre a été essentiellement collecté sur des énormes montants avec une capitalisation qui dépend beaucoup d'institutionnels. Deuxièmement, elle s'est focalisée sur Paris-Île-de-France. Les autres ont été diversifiés sur des géographies beaucoup plus régionales. Et donc, si on comprend ça, finalement, la diversité, qu'elle soit typologique, sectorielle ou géographique, est nécessaire dans une SCPI sur un secteur donné. Par ailleurs, ces autres SCPI sont allés sur d'autres secteurs pour effectivement ne pas avoir un seul marché qui baisse. Donc ça, c'est les SCPI devraient décoter de 40%? Non. Deuxièmement, la question, c'est beaucoup de SCPI ont distribué 4,5 en 2023, le marché offre 7,5 actes en main. Proposez-vous des SCPI de plus de 5 ans qui ne livreront pas plus de 6% de rendement en 2024? Donc, encore une fois, le rendement d'une SCPI dépend finalement de sa capitalisation et de sa collecte. Donc, sans revenir sur ce que j'ai dit juste avant, une SCPI comme Immorand qui arrive à acheter du 7,5 aujourd'hui ne dépassera pas les 5%. Pour autant, une SCPI comme Sophie Dynamique, Comet aujourd'hui, qui achète à plus de 7,5, pourra générer plus de 8% de rendement, puisque aujourd'hui, sa capitalisation n'est reliée qu'à ces éléments d'investissement aujourd'hui. Si on regarde Cœur de Région ou Vendôme Région, qui est en fait l'intermédiaire, qui a plus de 6 ans d'ancienneté et qui achète aujourd'hui, délivrera du 6%, mais ne pourra pas délivrer au-dessus. Puisqu'encore une fois, la pondération Hugues, n'est pas en faveur des derniers investissements. Mais leur manière de collecter importante, si on regarde effectivement Sogenia et Sofidy qui font plus de 300 millions l'année dernière, ont pu investir ces 300 millions dans un marché baissier. Merci beaucoup, Mickaël. On va avancer avec une question qui est posée par Michel, qui se concentre plutôt sur la typologie de support. Michel nous demande quels sont les types de supports qui sont idéaux pour investir en SCPI, que ce soit via une société SAS à l'IS ou via une personne physique. Michel nous demande, est-ce qu'il vaut mieux privilégier un achat en direct, via une assurance vie, via un compte titre ordinaire, via un contrat de capitalisation, autre support pour l'interrogation? Alors, Hugues, c'est une très très grande question qui demande plus qu'une minute de réponse, mais je vais essayer d'être très très clair et pédagogique. Tu auras 1 minute 30. 1 minute 30, allons-y. Alors, l'objectif principal d'une SCPI, c'est quoi? On l'a dit, c'est de verser un rendement ou un revenu complémentaire, retraite, sur plusieurs années. Donc il est vrai qu'une SCPI, c'est plus à détenir en direct, en personne physique, plutôt que dans une enveloppe, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a des SCPI européennes, comme Comet, comme Cœur d'Europe, comme Sophie Dynamique Demain, ou comme Pierre-Val Santé, qui sont exonérés de prélèvements sociaux. Donc, quel est l'intérêt de l'intégrer dans une assurance vie, Hugues, qui, toi, tu le connais bien, finalement, si on retire effectivement de l'assurance vie, on est imposé à la flat tax, et donc il y a les prélèvements sociaux. Donc, il y a effectivement une question fiscale qui n'est pas forcément intéressante pour le côté de l'assurance vie. Maintenant, si on est dans la société, et dans la société, il y a beaucoup d'avantages. Et c'est ce que je disais, on a un intérêt à investir via sa société en usufruit et à titre privé en nue propriété. Donc, encore une fois, on peut investir en SCPI, on peut acheter de la SCPI en direct, on peut l'acheter en crédit, à direct, on peut l'acheter au sein d'une société. On va revenir sur le crédit juste après, pas trop vite. Exactement, c'est pour ça que j'ai vu la question. On va effectivement pouvoir l'acheter au sein d'une assurance vie. Mais encore une fois, votre objectif principal, si c'est de capitaliser sans y toucher, oui, on peut l'acheter dans une assurance vie, mais il faut privilégier une SCPI sans frais, puisque là, on sera effectivement dans un intérêt maximal et une performance maximale, mais on n'y touche pas, c'est fait pour la transmission, on capitalise, et c'est très bien, ok, mais c'est un objectif précis de capitalisation. Si on veut un objectif de distribution, donc on recherche la distribution régulière, résiliente des SCPI, comme je viens de dire, il est préférable de l'acheter en physique, en pleine propriété. Et si on a la société,
C'est là où l'avantage est maximal, puisque l'usufruit, c'est le démembrement de propriété. On va aller dans l'usufruit, permettre dans la société d'amortir votre investissement, de générer beaucoup de rendement. Et au bout du démembrement, vous savez que l'usufruit rejoint la nue propriété sans impôts, sans frottement fiscal, et vous permet donc à titre privé de préparer la retraite sur 10 ans et de faire un gain en capital. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé dans la société? On a recapitalisé, puisque chaque année, vous avez une partie d'intérêt, une partie de capital, une partie d'amortissement. Ça a fait 2 minutes. Je comprends que ça peut être très compliqué d'absorber ce que je viens de vous dire, puisque je le répète tous les jours. N'hésitez pas, et Hugues transférera mes coordonnées pour qu'on puisse rentrer dans le détail et vous montrer effectivement sur des Excel et des simulations tout l'intérêt de faire ce montage. Merci beaucoup, Mickaël. On va accélérer pour pouvoir vous libérer avec le timing qui nous était imparti. La question que je voulais mettre en avant, effectivement, c'était celle de l'endettement. Ben nous pose une question sur la faculté aujourd'hui de s'endetter pour acheter des parts de SCPI. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est risqué? On parlait des taux d'emprunt en début de webinaire. Qu'en est-il aujourd'hui du levier du crédit pour acheter des SCPI, Mickaël? Le crédit, l'effet de levier. Effectivement, on pourrait, dans une logique financière, dire oui au crédit. Il y a 2 choses. Quand on a des taux d'intérêt qui sont entre 4 et 5%, puisqu'on est encore dans cette fourchette-là, Hugues, il est important dans un investissement locatif de pouvoir déduire ces intérêts d'emprunt. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc, on va être un peu forcé aujourd'hui à acheter des SCPI à crédit française pour pouvoir effectivement déduire ces 4-5% effectivement d'intérêt. Sur une SCPI européenne, aujourd'hui, fiscalement, nous ne pouvons pas déduire les intérêts d'emprunt. Donc, vous allez vous retrouver à avoir des crédits qui vont se sélectionner comme sur du Immorente, comme sur du cœur de région. Donc, c'est très bien, mais vous ne pourrez pas avoir la performance sur des SCPI comme Comet ou Sophie Dynamique qui aujourd'hui sont européennes. Et vous allez donc payer ces intérêts. Donc, si je résume, oui, il faut le faire. Quand on peut emprunter, empruntons. Achetons effectivement une Immorente qui a plus de 35 ans, qui a plus de 2,8 locataires par immeuble et qui n'aura aucun problème sur 20 ans pour prendre un prêt à 4,5 d'intérêt avec un rendement à 5. Et donc, vous avez effectivement aucune imposition puisqu'on aura 5 moins 4,5 ou 5 moins 5 suivant effectivement le TAEG. Donc, oui pour un prêt, on peut le faire, on a les partenaires. On vous conseillera plutôt d'être sur des SCPI qui sont avec des capitalisations importantes, qui ont effectivement des track records comme Immorente. Pour autant, on pourra aller sur du Sophie Dynamique si on veut aussi, mais attention, on ne pourra pas avoir du 8% pendant 20 ans. D'accord? Donc, le gain financier sera à mesurer à partir de la 10e année. Merci Mickaël, on va prendre 2 dernières questions. Allez, 1 minute pour 2 questions, c'est jouable. On a une question d'Alexandre qui nous dit aujourd'hui, pour profiter du contexte actuel, le démembrement de propriété n'est pas l'option la plus intéressante. J'ai bon? Point d'interrogation. Le démembrement de propriété n'est pas la meilleure... Oui. J'ai envie de dire si. Justement. Oui. Si aujourd'hui... Donc non, Alexandre, vous n'avez pas tout à fait bon, mais on va prendre 30 secondes pour essayer de donner on va essayer d'être correct. Si aujourd'hui, vous achetez de l'immobilier bas et qu'en même temps, vous achetez décoté, votre potentiel de gain va au-delà de la décote. Je donne un exemple concret. Si on regarde Cœur d'Europe, qui a 6% de décote par rapport à la valeur de reconstitution. C'est-à-dire que vous achetez à 200, la valeur est à 212. Vous achetez 6% décoté. Et si en même temps, vous achetez de la nue propriété à 5 ans. Donc, vous achetez 20% des côtés propres au démembrement de propriété prévu par la société de gestion. Vous avez donc un potentiel des 20%, ça c'est prévu, et de 6%, vous voyez, d'augmentation. Donc, c'est le moment d'acheter très décoté dans un marché baissier, puisque le patrimoine va forcément progresser. Alors, on ne sait pas si c'est de 0,5, si c'est de 1%, mais forcément, il va s'apprécier. Donc, c'est le moment d'acheter de l'immobilier et en même temps de préparer sa retraite. Donc, la nue propriété, c'est vraiment, vraiment le momentum. Merci Mickaël. Allez, on prend une dernière question aujourd'hui parce que vous en avez posé énormément. Je suis désolé, on n'a pas pu toutes les prendre, mais évidemment, on vous redonnera les coordonnées de Mickaël juste avant de nous quitter. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour répondre à toutes les questions qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter ensemble aujourd'hui. On est évidemment là pour ça. La dernière question, c'est celle d'Alan. Aujourd'hui, Alan nous dit, quand on a le choix aujourd'hui entre de l'immobilier
direct, pierre, et puis cet immobilier pierre-papier, pourquoi on devrait investir plutôt dans de la pierre-papier, sachant qu'il nous appartiendra jamais au final? Pourquoi avoir cet investissement sur quelque chose que je peux pas toucher, que je peux pas aller visiter tous les jours? Bah, écoute, alors là aussi, c'est vraiment merci beaucoup pour toutes ces questions qui sont très pertinentes, mais qui demandent quand même beaucoup plus de temps qu'une minute de réponse. Donc, je vais vraiment faire sur une minute. Aujourd'hui, si vous souhaitez voir progresser, capitaliser de manière importante, il est vrai qu'un achat locatif est plus pertinent qu'une SCPI. Pourquoi? Puisque la SCPI, encore une fois, est votre rendement régulier dans le temps. Résilience, c'est un complément de revenu. On a plus, je vous ai donné l'exemple d'Immorente, on a plus de 2800 unités locatives. Par contre, si vous avez un appartement, vous avez une unité locative. Donc, si vous souhaitez avoir un complément de revenu régulier, la SCPI, c'est le mieux, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez aucun problème de vacances locatives. Si maintenant, vous souhaitez faire un coup, comme on dit, c'est-à-dire voilà, acheter à crédit, c'est plus simple aussi d'acheter à crédit en banque de l'immobilier résidentiel plutôt que de la SCPI. Donc, effectivement, il faut plus se porter sur du résidentiel. Pour autant, et on l'a dit, et tu l'as dit Hugues au début, le résidentiel n'a pas encore été totalement corrigé. Et puis, en fait, on revient, Alan, sur cette logique de diversification, encore une fois, qui nous est chère. Les deux ne nous paraissent pas antinomiques. S'il faut choisir entre les deux, prenez le support sur lequel vous êtes le plus à l'aise et qui correspond à vos objectifs de gestion et d'investissement. Mais l'immobilier en direct, c'est très bien. On peut aussi vous accompagner là-dessus, évidemment. Mais l'immobilier via SCPI, si on devait le résumer, c'est régularité des revenus dans le temps, diversification et absence totale de contraintes de gestion. C'est pas vous qui avez à gérer ces différents actifs immobiliers, c'est directement la société qui va s'en occuper pour vous. En tout cas, on est ravis une nouvelle fois d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup pour la qualité et la quantité de vos questions et on vous dit à très vite. Merci à toutes et à tous.